Un demi-siècle d'innovation dans la formation professionnelle, le podcast créé à l'occasion des 50 ans des Greta. La diversité de l'offre en termes d'outils numériques est fascinante. Et très rapidement, on a envie de les présenter comme étant l'innovation. Non, c'est des nouveautés. C'est des nouveautés qui deviennent une innovation si elles permettent de transformer ce qu'on fait. Pour ce deuxième épisode de notre série, nous accueillons Charles-Antoine Gagneur, chercheur en sciences de l'éducation au sein du laboratoire formation et apprentissage professionnel. Il est également consultant auprès d'organismes de formation et concepteur de plateformes numériques. Avec lui, nous nous interrogeons sur les nouvelles modalités d'accompagnement à l'heure de la révolution numérique et si finalement l'intelligence artificielle renforçait le rôle de l'humain dans la formation professionnelle. Il y a l'arrivée de l'intelligence artificielle dans la formation professionnelle par les deux bouts, c'est-à-dire qu'elle arrive par le travail, c'est-à-dire que beaucoup de métiers aujourd'hui sont très fortement modifiés, voire chamboulés complètement par l'arrivée de l'IA. Et de l'autre côté, en fait, on arrive à un moment de maturité des outils à base d'intelligence artificielle qui les rend très pratiques pour certaines tâches, très séduisants, mais après la question c'est de savoir ce qu'on met en place à partir d'eux comme pratique pédagogique, parce que ça comporte des risques, et ça comporte particulièrement des risques pour la formation professionnelle dans ce qu'elle a de vraiment spécifique, d'ancrer dans le travail, dans la construction d'une expérience professionnelle qui permet d'agir intelligemment. Parce qu'en fait, aujourd'hui, on a avec les ChatGPT, tous ces large language models, on a une interface, on a une interaction possible avec une machine capable de synthétiser des connaissances qui fait que ça marche très bien, que c'est très facile. Mais il faut bien savoir ce que ça produit, c'est-à-dire qu'en fait, ça ne marche qu'avec les savoirs très formalisés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est en train de faire irruption dans énormément de domaines, et en commençant par les domaines où la connaissance est déjà disponible en tant que donnée. Parce que c'est ça le gros changement qu'il y a dans l'IA, c'est pas tellement un changement de logique des machines qui, elles, n'ont pas tellement changé depuis les années 50, mais c'est un changement de la quantité de données qu'on a et de la capacité de traitement de ces données. Donc ça va très bien marcher quand on a les données. Le problème, c'est qu'il y a des choses sur lesquelles on n'a pas les données. Par exemple, pour la régulation d'un parcours de formation à partir de ce qui est vécu en entreprise, par exemple, c'est des données qu'on a très très difficilement. Et donc ça va rester, à mon avis, d'un autre ressort, qui là, du coup, pose vraiment la question de l'innovation pédagogique au-delà des outils. On a l'impression que l'arrivée de toutes ces technologies va bouter les humains dehors, et quand on regarde un petit peu dans le détail ce qui se passe aux endroits où l'IA est déjà arrivée massivement, c'est pas du tout ce qui arrive. Je vais prendre un exemple. Dans les garages, tout le monde connaît les valises de diagnostic. Dans les valises de diagnostic, ça fait un certain temps qu'il y a de l'intelligence artificielle, en fait. L'intelligence artificielle qui n'était pas interfacée avec des systèmes type ChatGPT, mais qui, en fait, fonctionne pareil. Et quand on regarde ce qui se passe, l'intelligence artificielle va très bien traiter toutes les tâches basiques, mais il y en a qui vont résister. C'est-à-dire toutes celles où il s'agit d'indexer, en fait, la machine sur le réel, où il s'agit de penser légèrement en dehors du cal plus fréquent, du cal plus simple, de celui qui est statistiquement représentatif, on se rend compte que ça ne marche plus. Et donc ça fait que dans les garages aujourd'hui, l'IA va faciliter le traitement de 50-60% des pannes, en gros à peu près ce qui pouvait être diagnostiqué par une bonne secrétaire de garage au téléphone avec un usager connaissant bien sa voiture. Et pour ce qui reste, ça va quand même toujours relever de la compétence d'un technicien, sachant à la fois comprendre le phénomène qu'il regarde, c'est-à-dire comprendre la voiture, le fonctionnement du moteur, de la mécanique, mais vraiment dans ce qu'elle a de plus fondamental, dans les phénomènes qui se passent dans une voiture. Et il va falloir qu'il les compare avec l'image numérique que lui renvoie la machine. Et il y a des résolutions de panne où c'est très compliqué. Et il va rester quelques pannes qui résistent, qui vont réclamer de sortir carrément des patterns de résolution prévus par la machine. Et là, il faut que l'humain soit capable de se placer un peu en méta, de se placer, comprendre quels sont les biais de cet outil numérique pour savoir en jouer, pour réussir à résoudre la panne. Parce que le fond du problème, c'est qu'un garage
de 4-5 salariés dans lequel il y a une voiture sur laquelle dans la semaine on met 10 heures de diagnostic sans y arriver et sans pouvoir le facturer au client, la marge a en grande partie disparu. Voilà. Et donc on a le même problème du côté de la formation professionnelle où on va pouvoir traiter facilement, automatiser facilement certaines tâches basiques. Mais par exemple, la régulation d'un parcours d'apprentissage en formation professionnelle de type alternance, savoir à quel moment il faut encourager, à quel moment il faut accompagner, à quel moment il faut apporter des compléments ou aider à problématiser telle ou telle dimension du boulot, eh bien ça, c'est pas tout de suite que les IA vont y arriver parce qu'elles ne savent pas comprendre ce qui se passe dans l'expérience d'un apprenant. Elles ne savent pas comprendre quelle situation ils rencontrent et comment elles se transforment en expérience ou pas, quel problème ils identifient. Ça, on en a pour un certain temps avant que ça marche, je pense. Donc ça dit que jusqu'à ce que ça marche, et c'est pas dit que ça marche un jour, les humains seront au centre de ce genre de tâches de haut niveau. Donc en fait, à la fois dans la formation professionnelle et dans le travail, le principal effet de l'arrivée à maturité de toutes ces technologies, c'est que ça va revaloriser les tâches humaines de haut niveau. Il s'agit d'autant plus de renforcer les régulations collectives entre les différentes personnes qui interviennent pour accompagner quelqu'un qui apprend. Il n'y a jamais quelqu'un qui apprend avec une seule personne à côté de lui, il n'y a jamais quelqu'un qui apprend tout seul en fait. Il y a toujours en fait des groupes de gens autour, des formateurs, des enseignants, des tuteurs, des maîtres d'apprentissage qui ne sont pas toujours exactement les mêmes personnes, et aussi dans certains cas des éducateurs pour certains milieux. Et en fait, il s'agit de faire quelque chose d'assez difficile, c'est-à-dire de se demander aujourd'hui qu'est-ce qu'on a dans cette palette d'outils numériques et d'outils pas numériques, d'outils pédagogiques qui restent et demeurent fondamentaux, comme être capable de parler de ce qu'on a fait et de l'analyser avec d'autres, avec des pairs, avec des experts. Eh bien, c'est un doux mélange entre l'innovation numérique, les outils, le fait d'aller piocher dans une palette qui est en train de s'élargir à très grande vitesse d'outils qui existent, d'outils numériques, et de savoir ce qu'on en fait pédagogiquement, c'est-à-dire quel est le sens pédagogique de ce qu'on est en train de faire. C'est comme pour les garagistes, il s'agit à un moment de se demander c'est quoi ce qui se passe fondamentalement. C'est pas dans un moteur, mais là c'est dans un apprentissage. Et donc il faut revenir aux fondamentaux pédagogiques de la même manière que les garagistes, pour comprendre ce que l'IA leur apporte pour leur diagnostic, doit revenir aux fondamentaux de la lubrification dans un moteur. Et bien là on a la même question, et c'est assez intéressant je trouve pour des formateurs aujourd'hui. C'est un moment où on a vraiment la possibilité de s'amuser avec beaucoup de choses. Dans ce contexte, on l'a compris, le partage de pratiques et la réflexion collective sont essentiels, mais pas forcément évidents à mettre en œuvre. C'est un peu le parent pauvre, c'est-à-dire qu'on va avoir souvent beaucoup d'appétence pour les outils, pour les instruments, donc par exemple l'usage de ChatGPT dans les cours qui tournent autour de la communication professionnelle par exemple, l'usage de ChatGPT pourrait aider à préfabriquer, entre guillemets, à pré-mâcher un rapport, mais on va avoir aussi des choses du côté de la réalité virtuelle qui séduit beaucoup, par exemple un simulateur de soudure pour des chaudronniers. On va avoir des outils très intégrés qui finalement reproduisent ce qu'on retrouve comme évolution technologique dans les métiers. Mais la vraie difficulté, c'est qu'il y a un moment où il faut se demander comment on les assemble. Et pour se retrouver tous dans une salle à se demander comment on les assemble, il y a un certain nombre de choses qui ne sont pas toujours remplies. C'est-à-dire déjà, il faut avoir le temps, il faut avoir la possibilité, l'habitude de le faire ensemble, et il faut avoir une compréhension pas forcément commune, mais tout au moins compatible de ce qu'on est en train de faire collectivement. Je vais prendre un exemple sur un outil que j'ai développé, qu'on a mis en place, c'est un livret numérique. Quand on a développé ce livret numérique, la première tâche qu'on s'est retrouvé à faire, c'est reprendre les livrets papier et se demander qu'est-ce qu'on fait à chaque fois, quel est le sens du geste. On a l'habitude de ces livrets papier, des livrets en alternance, on utilise à peu près le même format depuis 20 ans, et
Quand on s'est retrouvé à poser la question de savoir si, et la signature du tuteur chaque semaine, qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce qu'on cherche à obtenir comme effet pédagogique derrière? Quel est le cadre légal derrière? Et du coup, comment est-ce qu'on transpose ça dans un livret numérique? La réponse est tout sauf évidente. Et c'est assez fascinant de voir la diversité des réponses qu'il peut y avoir au sein d'une même équipe sur la signification de cet acte hebdomadaire, suivi, relevé même quelquefois systématiquement. Dans certains CFA, on fait systématiquement le relevé de tous les livrets qui ont été signés, tous les livrets pas signés. Pourquoi? Pédagogiquement, qu'est-ce que ça apporte? Et est-ce que passer du temps là-dessus dans une séance de retour de stage, est-ce que c'est vraiment pertinent ou est-ce qu'on ne pourrait pas, par exemple, se concentrer sur ce qui a été fait et l'analyser ensemble? Voilà, donc en fait, je pense que là, c'est vraiment l'illustration de ce que provoque l'arrivée d'un outil numérique dans un collectif qui, d'un coup, est obligé, vu que l'outil nous sépare des formes auxquelles on était habitué, on est obligé de se redemander ce qu'on cherchait à produire par les outils auxquels on était habitué et qu'on va retransposer dans un nouveau monde, en fait. Pas simple donc de savoir comment mieux former à l'heure de la révolution numérique. Dans cette dernière partie de notre échange, Charles-Antoine Gagneur résume ses conseils à l'égard des conseillers en formation. En fait, il y a un point aveugle dans la formation professionnelle. C'est le fait qu'en formation professionnelle, on se retrouve on accompagne des gens. Premier point. Deuxième point, on accompagne des gens à maîtriser à la fois des savoirs très formalisés, des savoirs de référence très formalisés. Je veux dire concrètement, vous formez un électricien à intervenir sur des circuits un peu complexes ou quelqu'un qui, je vais prendre un autre exemple industriel, quelqu'un qui intervient sur des automatismes. Il y a une part de savoir très formalisé qu'il faut maîtriser. Mais ça n'épuise pas le sujet. C'est-à-dire qu'il y a aussi une part de connaissances professionnelles complètement implicites, complètement expérientielles, qui vont même être très difficiles à mettre en mots et qui participent en fait à la professionnalité. Et là-dedans, surnage aussi et organise l'expérience quelques concepts professionnels, quelques concepts pragmatiques qui peuvent ne pas être du tout formalisés dans les savoirs de référence. Je vais prendre l'exemple historique de ça. C'était sur des opérateurs de machines à injecter du plastique, où on avait une description en fait de ce qu'il fallait savoir pour être capable d'opérer ces machines, qui était faite par le bureau des méthodes de l'usine en question. Et en fait, en allant regarder le travail de près, on s'est rendu compte que c'était pas ça qui guidait leur action, c'était le bourrage. C'est-à-dire qu'en fait, les opérateurs avaient un concept commun, un concept pragmatique, c'est-à-dire issu de l'action, qu'ils pouvaient dire, qu'ils pouvaient partager, qui était nommé, qui n'existait pas dans les savoirs de référence du bureau des méthodes, mais qui existait dans la communauté des opérateurs. Et en fait, le bourrage, c'était le fait que le plastique, finalement, n'arrive pas à bien rentrer dans le moule, qu'il y ait des endroits où il y a des goulets d'étranglement, et que dans ces goulets d'étranglement, ça bourrait. Et donc, en fait, le concept pragmatique qui régulait leur action, c'était le bourrage, et non pas l'ensemble des variables tout à fait objectivées, tout à fait scientifiques, tout à fait professionnelles, qui avaient été identifiées en amont. Donc en fait, en formation professionnelle, il faut traiter les deux. C'est bien ça la difficulté. Il est certain que le rôle des humains va aller croissant dans les années qui viennent dans la formation professionnelle, parce que l'accompagnement de quelqu'un qui apprend est quelque chose qui est quand même proprement humain. Si on regarde ce que c'est que accompagner quelqu'un, jouer un rôle de tuteur. Un rôle de tuteur, c'est faire une espèce de maïeutique entre ce qu'on attendait et ce qui s'est produit, entre le prescrit, le réalisé, ce que l'apprenant pense avoir réalisé, ce qu'il espère avoir réalisé, ce qu'il a réalisé réellement et ce qu'il était censé réaliser. Et il faut faire tout ça dans une logique où on se demande où est-ce qu'il est censé en être en termes de compréhension aujourd'hui, et où est-ce qu'il en est réellement, et moi, comment je peux intervenir pour essayer d'engager un micro-changement qui va lui permettre d'apprendre autre chose. Bon, et bien ça, c'est cette espèce de maïeutique des petits écarts, c'est totalement contraire à la manière dont les IA, c'est-à-dire les systèmes de traitement de grands corpus de données, fonctionnent. Mais je pense que ça, c'est extrêmement important, parce que c'est là où se joue la réussite de la formation professionnelle, c'est dans le fait d'accompagner quelqu'un dans la découverte
d'un métier, dans la construction de son expérience, et que je pense que ça va rester proprement humain pour un certain temps. Cet épisode du podcast Un demi-siècle d'innovation dans la formation professionnelle est terminé. Un grand merci à Charles-Antoine Gagneur, chercheur en sciences de l'éducation, consultant et concepteur de plateformes numériques.